Bonjour les amis, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Vous allez adorer celle-ci. Alors imaginez, et restez avec moi, imaginez que vous êtes à 2 mois de votre mariage. Salle réservée, robe ajustée, 42 000 $ déjà dépensés, et votre fiancé vous fait asseoir et dit « Eh bébé, j'ai juste besoin d'une petite pause pour peut-être, éventuellement, explorer mes sentiments pour mon collègue. Tu sais, juste pour être sûr. Juste pour être sûr. » Comme si elle rendait une paire de chaussures avant la fin du délai de remboursement, et que vous étiez le ticket de caisse. La plupart des gens pleuraient, supplieraient ou s'effondreraient complètement. Mais ce gars-là? Oh non. Il a fait quelque chose auquel personne ne s'attendait. Et le meilleur dans tout ça? Le karma ne s'est pas contenté d'arriver en retard dans cette histoire, il est arrivé avec des preuves, une fiancée de Chicago, et un meltdown Instagram très public. Restez bien jusqu'à la fin, parce que celle-ci devient absolument savoureuse. Ma fiancée voulait explorer ses sentiments pour un collègue, 2 mois avant notre mariage. Alors j'ai tout arrêté et je les ai laissés être ensemble. Devinez qui est revenu après 8 mois. Je m'appelle Nat, 29 ans. Je travaille dans la certification de sécurité aérienne et la conformité des logiciels de vol. En gros, je m'assure que les systèmes qui empêchent les avions de tomber du ciel respectent les normes fédérales. Je passe la moitié de ma vie dans des hangars, des bureaux d'aéroports et des terminaux régionaux à travers le Midwest. L'autre moitié, je la passe sur LIE 70 ou assis à l'aéroport MCI à attendre des vols retardés. Ça paie bien, et je suis bon dans ce que je fais. J'étais fiancé à Katia depuis 14 mois, et nous étions ensemble depuis presque 3 ans au total. Elle est originaire d'Ukraine, est venue aux États-Unis pour ses études supérieures, et y est restée. Je l'ai rencontrée à l'anniversaire d'un ami, dans un bar sur un rooftop dans le Crossroad District. Elle était époustouflante, du genre à vous faire perdre le fil de votre phrase. Cheveux foncés, très marqués, habillée comme sortie d'un magazine de mode européen. Bien au-dessus de ma ligue, du moins c'est ce que je pensais à l'époque, mais elle semblait sincèrement intéressée. On a parlé pendant 2 heures de tout et de rien, sa transition vers la vie américaine, mon boulot bizarre que personne ne comprend, les meilleurs endroits pour manger du barbecue à Kansas City. Elle avait cette façon de vous accorder toute son attention, comme si rien d'autre dans la pièce n'existait. J'étais accro immédiatement. La première année était incroyable. Elle m'a introduit à son monde, des dîners élaborés avec ses amis, où tout le monde s'habillait bien et où la nourriture était toujours faite maison et impressionnante. Moi, je l'ai emmenée voir des matchs des Chiefs et dans des petits restos de barbecue un peu miteux qu'elle prétendait aimer plus qu'elle ne les aimait vraiment. On s'équilibrait. Avec le recul, j'étais probablement plus conciliant que je n'aurais dû l'être. Elle avait des opinions fortes sur tout, où on mangeait, ce qu'on faisait le week-end, comment je m'habillais quand on sortait. Je suivais la plupart du temps parce que c'était plus simple, et honnêtement, je voulais qu'elle soit heureuse. Mon meilleur ami Cody m'a traité de « soumis » plus d'une fois. Je lui disais qu'il était juste jaloux. Il me disait que j'étais aveugle. Mais je n'étais pas complètement sans caractère. Quand elle a voulu que je rate le mariage de mon cousin parce que son collègue organisait une exposition le même soir, j'ai dit non. Quand elle a suggéré que je devrais trouver un travail avec moins de déplacements parce qu'elle n'aimait pas être seule, je lui ai dit que ma carrière n'était pas négociable. J'avais du caractère. Je ne l'utilisais simplement pas aussi souvent que j'aurais dû. La demande en mariage a eu lieu il y a 14 mois dans son restaurant préféré sur la plaza. Je l'avais planifié pendant des semaines, coordonné avec le personnel, la bague cachée dans ma poche pendant tout le dîner. La bague elle-même appartenait à ma grand-mère, une pièce vintage avec un diamant central et 2 petits saphirs. Je l'ai fait remettre sur une monture plus moderne parce que Katia avait des goûts précis, et l'ancienne monture n'aurait pas suffi. Quand je me suis agenouillé, elle a eu les larmes aux yeux, a dit oui avant même que je finisse ma question, et a posté ça sur Instagram en 30 secondes. La photo a eu 400 likes en 1 heure. Elle a changé sa bio en « future madame » avant même qu'on ait payé l'addition. Ses parents sont venus de Chicago le mois suivant pour célébrer. Sa mère a apporté des pâtisseries ukrainiennes traditionnelles qu'elle avait mises 2 jours à préparer. Son père a apporté sa poignée de main et ses attentes. Son père, Victor, était ce genre d'homme d'Europe de l'Est à l'ancienne qui serre la main comme s'il testait votre force. Sa mère, Irina, était plus chaleureuse, mais avait clairement des standards élevés pour celui qui allait épouser sa fille. J'ai passé l'inspection, apparemment. Victor m'a dit en privé qu'il était heureux que Katia ait trouvé quelqu'un de stable, quelqu'un qui prendrait soin d'elle. J'ai pris cette responsabilité très au sérieux, peut-être trop. On a trouvé un appartement ensemble dans un bel immeuble près de la plaza. On partageait le loyer 60/40 puisque je gagnais plus. On a commencé à planifier le mariage pour début juin. Ses parents ont proposé de contribuer au coût, ce qui était généreux vu que le budget ne cessait d'augmenter. Katia avait une vision. Le lieu devait être parfait. Les fleurs devaient être spécifiques. La liste des invités continuait de s'allonger parce qu'elle ne pouvait exclure personne de son cercle social. Au moment où tout a été finalisé, on en était à 140 invités, un lieu à Parkville avec vue sur la rivière, un groupe de 6 musiciens et un photographe qui avait couvert des mariages de joueurs des Kansas City Chiefs. Le budget total avait grimpé à 62 000 $. Ses parents contribuaient à hauteur de 20 000.
Je payais le reste. Tous les prestataires avaient reçu leurs acomptes. Les « Save the Date » étaient affichés sur des frigos dans 3 États. J'ai suivi. J'ai signé des chèques, hoché la tête devant des échantillons de tissu, fait semblant de m'intéresser à la différence entre ivoire et coquille d'œuf. Parce que c'est ce qu'on fait quand on construit une vie avec quelqu'un, on fait des compromis. Ce que je n'avais pas compris, c'est que j'étais le seul à en faire. 2 mois avant le mariage, tout était verrouillé. Salle réservée, traiteur confirmé, photographe planifié, invitations envoyées, sa robe en retouche, mon costume commandé. Le compte à rebours avait commencé. Et puis, il y a eu ce mardi. Je venais de rentrer d'un voyage de 3 jours à Wichita, où je certifiais des mises à niveau d'avionique pour une compagnie régionale. De longues journées dans un hangar étouffant, à examiner des documents, effectuer des tests, gérer des mécaniciens qui pensaient que la conformité était facultative. J'étais fatigué, mais c'était une bonne fatigue, celle qui vient quand on fait bien son travail. Katia était assise à la table de la cuisine quand je suis entré. Elle avait une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant. Sérieuse, mais aussi presque répétée à l'avance. Elle m'a dit qu'elle devait me parler de quelque chose d'important. De nous. Du mariage. Je me suis assis en face d'elle, encore en tenue de travail, pensant qu'elle allait parler du plan de table ou d'un problème avec un prestataire. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, a-t-elle dit, à l'engagement, au fait d'être sûre. Je pense qu'on devrait faire une pause avant le mariage. Je lui ai demandé quel genre de pause elle voulait dire. C'est là qu'elle m'a parlé de Dimitri, un gars de son bureau, un chef de projet avec qui elle travaillait de près sur une grosse campagne. Elle a dit qu'ils avaient développé une connexion. Une connexion émotionnelle. Et qu'avant de marcher jusqu'à l'hôtel, elle devait explorer ses sentiments, juste pour être totalement sûre de faire le bon choix. Je suis resté là à encaisser. Ma fiancée, 2 mois avant notre mariage, me demandait la permission de poursuivre un autre homme. Un collègue. Quelqu'un qu'elle voyait tous les jours pendant que moi, je voyageais pour le travail. Je lui ai demandé depuis combien de temps ça durait. Elle s'est braquée, a dit qu'il ne s'était rien passé, qu'il parlait simplement, qu'il se rapprochait. Elle a dit qu'il la comprenait différemment. Qu'il était là quand moi, j'étais toujours absent. L'accusation a frappé exactement là où elle voulait, comme si j'étais responsable du fait qu'elle développe des sentiments pour un autre homme parce que mon travail exigeait des déplacements. Et moi, je suis censé faire quoi pendant cette période d'exploration? M'attendre. Me laisser de l'espace pour comprendre mes sentiments. Elle a dit ça comme si elle me demandait de ramener du lait en rentrant. Si tu m'aimes vraiment, tu voudras que je sois sûr. Tu voudras que j'arrive au mariage sans aucun doute. Elle avait clairement répété tout ça. Ses arguments étaient prêts. Elle avait sûrement reçu des conseils d'une amie qui lui avait dit que c'était une demande raisonnable. Mais c'est laquelle s'est trompée. Elle pensait que j'allais réagir comme toujours, m'adapter, faire des compromis, mettre ses besoins en premier. Au lieu de ça, je me suis levé. Non. Pas de pause. Pas d'exploration. Pas d'attente pendant que tu décides si un autre gars est une meilleure option. Soit on se marie, soit non. Et si tu as besoin d'explorer des sentiments pour un collègue, alors ce sera non. Son visage a changé instantanément. Le calme qu'elle affichait s'est fissuré. Je ne te demande pas de rompre, Nat. Je te demande de l'espace, du temps pour réfléchir. Tu ne comprends pas la différence? Je comprends parfaitement. Tu veux me garder sous la main pendant que tu testes quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de l'espace. C'est me traiter comme un plan de secours. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et moi, je ne suis pas un plan de secours. Elle est devenue émotive. Elle a dit que j'étais déraisonnable. Qu'elle essayait d'être honnête avec moi au lieu de me tromper dans mon dos. Que la plupart des hommes apprécieraient cette transparence. Je lui ai répondu que la plupart des hommes seraient partis 30 secondes après le début de cette conversation. Moi, j'avais juste mis plus de temps à comprendre. Puis je lui ai demandé de me rendre la bague. Son attitude a changé immédiatement. Les larmes ont disparu. Son regard est devenu froid. Tu es sérieux, là? Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. C'était un cadeau, Nat. Tu ne peux pas juste me la reprendre parce que tu es contrarié. Les fiançailles sont terminées. Donc la bague revient. C'est comme ça que ça fonctionne. On a continué à discuter pendant 10 minutes. Elle a essayé la culpabilité, puis la colère, puis la négociation. Je n'ai pas bougé. Finalement, elle a retiré la bague et me l'a jetée contre la poitrine. Je l'ai attrapée en plein vol. Elle a pris son sac et s'est dirigée vers la porte. Avant de partir, elle s'est retournée, les yeux pleins de rage. Tu ne trouveras jamais quelqu'un d'aussi belle que moi. Personne ne t'aimera comme je t'aimais. Tu fais la plus grosse erreur de ta vie. Puis elle a claqué la porte si fort que les cadres au mur ont tremblé. Je suis resté là, dans notre appartement, tenant la bague de ma grand-mère. Et étrangement, je n'étais pas triste. J'étais soulagé. Comme si j'attendais que tout s'écroule depuis des mois, et que ça venait enfin d'arriver. Puis j'ai envoyé un message à Cody. Sa réponse est arrivée en moins d'1 minute. Enfin mec, il t'a fallu du temps pour te réveiller. Tu veux des wings? J'arrive. Cody est arrivé 45 minutes plus tard avec un sac d'ailes de poulet de notre endroit habituel, un carnet, et un sourire comme si Noël était arrivé en avance. Il n'avait jamais aimé Katia. Il disait qu'elle me traitait comme un accessoire.
qu'elle était plus intéressée par le fait d'avoir un fiancé que par moi en tant que personne. Je la défendais toujours. Je lui disais qu'il ne la comprenait pas, qu'il était injuste. Il s'avère qu'il la comprenait mieux que moi. Il a posé les wings sur la table, ouvert une boisson énergisante et m'a pointé du doigt, raconte-moi tout. Du début à la fin. Ne laisse rien de côté. Je lui ai raconté toute la conversation. Il a écouté sans m'interrompre, ce qui, venant de lui, était rare. Quand j'ai terminé, il a simplement secoué la tête. Franchement, je suis surpris que ça ait pris autant de temps. Une femme qui poste la photo de sa bague de fiançailles avant même d'appeler sa mère n'est pas amoureuse de toi, mec. Elle est amoureuse de l'annonce. Il n'avait pas tort. Puis il a sorti son carnet et a retiré le capuchon de son stylo. On va aborder ça comme un projet. Livrable, échéance, dépendance. Tu es sérieux, là? Mortellement sérieux. La plupart des gars ratent leur rupture parce qu'ils réagissent émotionnellement au lieu de réfléchir stratégiquement. On va s'assurer que tu ne gâches pas tout. Attends, quoi? Tais-toi et écoute, Nat. En 20 minutes, il avait déjà cartographié tout ce que je devais gérer, le bail de l'appartement, les prestataires du mariage, les comptes communs, les abonnements partagés, le contrôle du récit. Il avait même établi des priorités. Les trucs à fort impact et faible effort d'abord, les abonnements. Je n'y avais même pas pensé. Katia et moi avions pratiquement tout regroupé ces 2 dernières années, services de streaming, livraison de courses, stockage cloud, musique, appli de fitness, services de planification de repas, tout sous mes comptes, avec mes informations de paiement. Elle les utilisait constamment. Toute sa vie numérique reposait sur une infrastructure que je finançais. Cody a entouré cette partie de sa liste 3 fois. Ça, juste là, c'est la colonne satisfaction mesquine. Pas nécessaire pour la rupture, mais important pour le moral. Il a souri. Mon moral, en particulier. Je lui ai dit que je ne voulais pas être mesquin. Ce n'est pas mesquin, c'est pratique. Pourquoi tu paierais des services pour quelqu'un qui vient de te demander d'explorer une relation avec un autre gars? Il s'est adossé. Et puis, la voir se faire déconnecter de tout, un par un, ça va être quelque chose. Là encore, il n'avait pas tort. Mais d'abord, j'avais un message plus important à envoyer. Je connaissais Katia. Je savais comment elle fonctionnait. Dès qu'elle se calmerait, elle commencerait à construire son récit, appeler ses amis, écrire à sa famille, présenter ça comme si j'avais réagi de manière excessive à une demande raisonnable. Dès le lendemain matin, je serais le méchant qui l'avait abandonné à cause d'une simple conversation sur ses sentiments. Je devais prendre les devants. J'ai rédigé un seul message, court, factuel, sans émotion. Katia m'a demandé ce soir de faire une pause dans nos fiançailles afin d'explorer ses sentiments pour un collègue nommé Dimitri. J'ai refusé et mis fin aux fiançailles. Le mariage est annulé. Je voulais que vous l'entendiez directement de moi. Je l'ai envoyé à ses parents, à sa sœur, et à 3 de nos amis communs dont je savais qu'ils feraient passer l'information. Puis j'ai éteint mon téléphone et j'ai terminé mes wings. Cody a appelé ça « verrouiller le récit ». Il disait que dans toute rupture, celui qui contrôle l'histoire contrôle le résultat. Et je venais de rendre impossible pour elle de réécrire ce qui s'était passé sans donner l'impression de mentir à sa propre famille qui avait déjà reçu ce message. D'accord, attendez une seconde, c'est moi. Envoyer ce message à ses parents, à sa sœur, à leurs amis en commun, avant même qu'elle ait eu le temps de comprendre ce qui venait de se passer, ce n'était pas simplement contrôler le récit. C'était calculé. Stratégique. Et oui, ça a fonctionné. Mais soyons honnêtes sur ce que c'était vraiment. C'était un homme qui s'assurait absolument qu'une femme qu'il avait aimée pendant 3 ans n'aurait aucun atterrissage en douceur. Aucun délai. Aucune chance de présenter sa propre version de l'histoire. Alors, avait-elle tort? Complètement. Méritait-elle des conséquences? Absolument. Mais il y a une différence entre se protéger et s'assurer que quelqu'un d'autre brûle complètement. Je ne dis pas que Nat était le méchant. Il ne l'était pas. Mais je pense qu'on se rend un mauvais service quand on regarde quelqu'un gérer une rupture avec une précision quasi militaire et qu'on appelle ça simplement « sain ». Parce que ce niveau de réflexion stratégique, dans un moment de cœur brisé, ça ne vient pas d'un endroit apaisé. Ça vient de quelqu'un qui a avalé sa colère en silence pendant très longtemps et qui a enfin trouvé une direction vers laquelle la diriger. La vérité inconfortable, c'est que, parfois, ce qui ressemble à de la force de l'extérieur est en réalité une douleur refoulée qui porte un costume impeccablement taillé. Nat a pris les bonnes décisions. Mais guérir et gagner ne sont pas toujours la même chose. Et parfois, on les confond. Maintenant, retour à l'auteur du post. Le lendemain matin, le message avait fait son effet. Sa sœur l'avait déjà partagé en capture d'écran dans leur groupe familial. 2 de nos amis communs l'avaient transmis à tout leur cercle. L'un des gars à qui je l'avais envoyé travailler avec Katia dans son agence, et avant midi, tout son bureau était au courant. Pas par des rumeurs, par les faits, envoyés par moi, avant qu'elle puisse déformer quoi que ce soit. Elle a quand même essayé, en disant que j'avais exagéré après une simple conversation liée au stress d'avant-mariage. Mais quand les gens posaient des questions, son histoire s'effondrait. Les détails ne collaient pas. La chronologie ne tenait pas. Et tout le monde avait déjà vu mon message avec le nom Dimitri dedans. Ensuite,
J'ai appelé Victor, son père. Je l'avais toujours respecté, et je me suis dit qu'il méritait une vraie conversation, pas juste un message. Il a répondu dès la deuxième sonnerie, la voix lourde. Il avait clairement déjà lu le message. Est-ce que c'est vrai, Nat? Ce que tu as écrit. Chaque mot, Victor. Il est resté silencieux un moment. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil. Puis il m'a demandé ce dont j'avais besoin concernant les frais du mariage. Je lui ai dit que je m'occuperais d'annuler tout, et qu'on pourrait se partager les acomptes non remboursables. Il avait contribué à hauteur d'environ 20 000 $ pour la salle, le traiteur et d'autres prestataires. J'ai proposé de couvrir les pertes moi-même, puisque c'était moi qui mettais fin à tout. Non. Sa voix était ferme. Ma fille a créé ce problème. Je ne te laisserai pas payer pour ses erreurs. Dans ma famille, quand quelqu'un ne tient pas parole, c'est lui qui en assume les conséquences, pas celui qui a été lésé. Puis il a ajouté quelque chose qui m'est resté. Il a dit qu'il avait élevé Katia pour qu'elle sache mieux que ça. Qu'il avait essayé de lui apprendre que la confiance se construit, et ne se jette pas pour un simple frisson. Il a dit qu'il ne savait pas où il avait échoué, mais qu'il avait honte de ce qu'elle avait fait. Je lui ai dit que ce n'était pas de sa faute. Les gens font leur propre choix. C'est généreux de ta part. Plus qu'elle ne mérite. J'entendais Irina en arrière-plan, bouleversée, demandant ce qui se passait. Victor lui a dit qu'ils en parleraient après avoir terminé avec moi. Avant de raccrocher, sa voix s'est adoucie. J'espérais que tu ferais partie de cette famille, Nat. Tu es un homme bien. Ma fille est une idiote. Ça m'a touché plus que je ne l'aurais cru. Venant d'un père ukrainien à l'ancienne, difficile à impressionner, ça comptait. Mercredi matin, j'ai commencé à passer des appels. La coordinatrice de la salle a été compréhensive, mais ferme sur la politique d'annulation. On allait perdre environ 8 000 $ entre le raconte et celui du traiteur. Victor a insisté pour gérer cet appel lui-même. La photographe m'a remboursé la majeure partie de la compte, car elle avait réussi à rebooker la date rapidement. Elle m'a dit qu'elle était désolée que ça n'ait pas marché, mais qu'elle avait vu assez de cas pour savoir qu'annuler maintenant évitait encore plus de souffrance plus tard. La fleuriste a gardé 1500 $. Le DJ, 5 cents. Le groupe était la plus grosse perte après la salle, 3000 $, non remboursable, sans exception. J'ai appelé la société de location pour les tables et les chaises, la pâtisserie, le calligraphe qui avait fait les invitations, l'hôtel où nous avions réservé des chambres pour les invités venant de loin. À midi, j'avais passé 14 appels et vu environ 13 000 $ partir en fumée pour un mariage qui n'aurait pas lieu. Mercredi après-midi, le site du mariage avait disparu. Je l'avais créé avec mon adresse email, donc je l'ai simplement supprimé. La liste de mariage a disparu avec tous ces objets de cuisine soigneusement choisis et ce linge élégant, envolé. La preuve visuelle de notre futur mariage, effacée. Cody m'avait spécifiquement conseillé ça. Il disait que pour quelqu'un comme Katia, tout ce qui est public ferait plus mal que le reste. Toute son identité reposait sur l'image qu'elle donnait aux autres. Enlever l'apparence, c'était lui enlever son pouvoir. Il n'avait pas tort. Elle a commencé à faire exploser mon téléphone vers 4 heures cet après-midi-là. Messages, appels, messages vocaux. Apparemment, elle avait voulu montrer la liste de mariage à une amie et n'avait rien trouvé. Puis elle a vérifié le site du mariage, rien. Ensuite, elle a appelé la salle et a découvert que son propre père avait tout annulé. Ses messages sont devenus de plus en plus paniqués, puis en colère, puis menaçants. Elle disait que j'essayais de l'humilier, que j'étais passé derrière son dos pour contacter sa propre famille, que j'étais vindicatif et cruel. Je n'ai répondu à aucun message. Ce soir-là, je me suis connecté à tous nos comptes partagés. Les services de streaming d'abord. J'ai changé le mot de passe du principal, supprimé son profil, puis je suis passé à la plateforme suivante. Même processus, stockage cloud, livraison de courses, musique, application de fitness, service de planification de repas, application d'apprentissage des langues qu'elle avait utilisées exactement 2 fois. Tout. Cody était assis en face de moi, regardant la scène en souriant. Il avait apporté des snacks. On aurait dit le GIF de Michael Jackson. C'est mieux que n'importe quelle série qu'on aurait pu regarder sur ces plateformes, a-t-il dit en mangeant des chips. Je sais que c'était mesquin. Mais Cody avait raison. Pourquoi devrais-je continuer à payer pour quelqu'un qui venait de me mettre de côté pendant qu'elle cherchait mieux ailleurs? Les messages qui ont suivi étaient « quelque chose ». Apparemment, elle était en train de regarder une série quand tout s'est déconnecté. Puis elle a essayé de commander des courses, paiement refusé. Puis elle n'a plus pu accéder à sa playlist qu'elle construisait depuis des mois. Puis elle a tenté d'ouvrir le stockage cloud où elle gardait tous ses fichiers de travail et a reçu une erreur de mot de passe. Les messages sont passés par plusieurs phases, d'abord la confusion, puis la réalisation, puis la colère. Elle m'a même laissé des messages vocaux furieux. Son accent revenait. « Tu as tout annulé? Tout? Je suis en plein épisode, Nat. Tu es tellement mesquin, tellement immature. Je n'arrive pas à croire que j'ai perdu 3 ans avec toi. Tu crois que ça me fait mal? Ce n'est rien. Tu n'es rien. » Cody était mort de rire en écoutant ça. Mec, elle est en pleine crise existentielle. Elle a essayé de s'inscrire elle-même au service,
mais apparemment certaines fonctionnalités premium que je payais n'étaient pas disponibles dans les versions de base. Elle m'a renvoyé une série de messages pour me demander si j'allais vraiment la forcer à payer le prix complet pour des services qu'elle utilisait gratuitement depuis 2 ans. Je n'ai répondu à rien. C'est ça, le meilleur, a dit Cody. Le silence. Rien ne va la rendre plus folle que le fait que tu n'interagisses pas du tout. J'ai mieux dormi cette nuit-là que depuis des mois. La situation de l'appartement, c'était le gros morceau. Nous étions tous les deux sur le bail, qui courait jusqu'en octobre. Le rompre plus tôt signifiait des pénalités, et je ne voulais pas passer des mois à cohabiter dans une ambiance tendue pendant qu'elle décidait de la suite. En plus, il y avait le risque qu'elle essaie de me compliquer la vie. Apparemment, après la coupure des abonnements, elle a décidé de riposter. Elle a appelé le service des ressources humaines de mon entreprise, affirmant que je la harcelais, disant qu'elle ne se sentait pas en sécurité, exigeant qu'il agisse. Sauf qu'il n'y avait rien sur quoi agir. Je ne l'avais pas contacté directement depuis la réunion concernant le bail. Tous ces messages étaient restés sans réponse. Le message que j'avais envoyé à sa famille était factuel, sans menace ni insulte. Les RH m'ont appelé. Je leur ai envoyé les captures d'écran montrant qu'elle était celle qui envoyait des messages agressifs, et ils ont clos le dossier en environ 20 minutes. Ensuite, elle a tenté d'appeler la gestion de l'immeuble pour me faire retirer du bail, en prétextant un environnement de vie hostile. Sauf que je ne vivais plus là. Je logeais temporairement chez Cody pendant que je préparais mon déménagement, et le gestionnaire de l'immeuble, qui avait vu assez de ruptures pour écrire un livre, n'avait aucune envie de s'impliquer dans notre situation au-delà des formalités. Elle a aussi essayé de me devancer auprès des prestataires du mariage. Elle a appelé la salle en prétendant gérer l'annulation elle-même, en essayant de rediriger les remboursements vers son compte. La coordinatrice de la salle m'a appelé pour vérifier. Quand j'ai expliqué la situation, elle a signalé le numéro de Katia dans leur système. Le traiteur a reçu un appel similaire. Même résultat. Ces tentatives pour se venger ne fonctionnaient pas, parce qu'il n'y avait rien à attaquer. Je ne réagissais pas. Je n'attaquais pas. Et elle ne savait pas comment se battre contre ça. Jeudi matin, je suis allé au bureau de location pour expliquer la situation. La gestionnaire a été compréhensive. Elle a dit que si l'un de nous voulait reprendre le bail seul, c'était possible. Ou si nous voulions tous les deux partir, il y aurait une pénalité de 2 mois. Je lui ai demandé quelles étaient mes options. Elle m'a expliqué que si je trouvais un remplaçant et que Katia acceptait de signer les documents, je pourrais partir en 30 jours. J'ai passé quelques appels. Un collègue cherchait justement un logement plus proche du centre-ville. Je lui ai parlé de l'appartement, envoyé des photos et donné le montant du loyer. Dès l'après-midi, il était intéressé. Il pouvait emménager le 15 si tout était validé. Il ne me restait plus qu'à obtenir l'accord de Katia. Je lui ai envoyé une proposition simple, je déménageais, elle gardait l'appartement jusqu'à la fin du bail, et je payais ma part de la pénalité. Une séparation nette, sans drame. Elle m'a appelé au lieu de répondre par message. Sa voix était différente, plus calme. Je ne veux pas que tu partes, Nat. Je veux qu'on en parle. Vraiment. Un silence. J'ai été trop rapide. Dimitri n'est pas ce que je pensais. J'ai fait une erreur en abordant ça comme je l'ai fait. Ça ne change rien. Tu peux accepter les conditions du bail, ou on reste coincé dans une situation gênante jusqu'en octobre. Elle s'est tue, puis m'a demandé où je comptais aller. Austin. Mon entreprise a un poste ouvert là-bas depuis des mois. Responsable régional pour le Sud-Ouest. Plus d'argent, meilleur climat, nouveau départ. J'ai déjà parlé à mon patron. Le poste est à moi si je le veux. Silence de l'autre côté. Je pense qu'elle s'attendait à ce que je reste. Apprendre que je quittais carrément l'État ne faisait pas partie de son plan. Elle a accepté de signer les documents le lendemain. Vendredi matin, nous nous sommes retrouvés au bureau de location. Elle avait l'air d'avoir pleuré, mais je pouvais voir qu'une partie était jouée. Nous avons signé les papiers en face l'un de l'autre, en évitant presque tout contact visuel. Avant de partir, elle a essayé une dernière fois. On peut ralentir? Peut-être que tu dramatises la situation. Elle m'a regardé avec ce regard qui marchait autrefois sur moi. Je n'ai rien fait avec Dimitri. Ce n'était que des sentiments. Des sentiments que je pouvais surmonter. Le fait que tu aies même pu demander ce que tu as demandé me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Quelqu'un qui veut m'épouser n'a pas besoin d'explorer d'autres options. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Elle a ouvert la bouche pour répondre, puis s'est arrêtée. Quelque chose dans ma voix lui a fait comprendre qu'il n'y avait plus aucune carte à jouer. Elle est partie sans un mot. Samedi matin, Cody est venu avec son camion. Nous avons passé 8 heures à emballer et charger tout ce que j'emportais. L'appartement était déjà en grande partie meublé, donc il n'y avait pas grand-chose à se disputer. Mes vêtements, mon installation de jeu, mes affaires personnelles, quelques équipements de cuisine que j'avais achetés moi-même. Tout le reste est resté. Samedi soir, ma moitié de l'appartement était vide. J'ai laissé les clés sur le comptoir avec un mot qui disait simplement « bonne chance ». Cody trouvait ça trop gentil. Il voulait que je laisse une capture imprimée de sa demande de pause. Mais j'en avais fini. Je n'avais pas besoin d'avoir le dernier mot. J'avais juste besoin de partir. D'accord, attendez un instant.
Voici la vérité inconfortable. La capacité de se détacher aussi complètement, aussi efficacement, aussi rapidement, ce n'est pas toujours de la force émotionnelle. Parfois, c'est une fermeture émotionnelle. Parfois, les personnes qui semblent les plus composées après une perte dévastatrice sont celles qui n'ont en réalité encore rien traité du tout. Elles sont juste en mouvement. À enchaîner les tâches. À réserver le prochain vol. À trouver le prochain appartement. Nat n'a pas versé une seule larme dans toute cette histoire. Ni quand elle a jeté la bague. Ni quand il a passé 14 appels au prestataire et vu 13 000 $ disparaître. Ni en faisant ses valises. Ni sur cette autoroute. Et je ne dis pas qu'il aurait dû lui courir après. Absolument pas. Je dis simplement, quelque part entre Kansas City et Austin, cet homme méritait de s'effondrer pendant au moins 20 minutes. Le chagrin qui n'a nulle part où aller ne disparaît pas. Il attend simplement. Maintenant, retour à l'auteur du post. Dimanche matin, j'étais sur LIR 35 ans direction du sud vers Austin. 12 heures d'autoroute vide et de podcast sur l'histoire de l'aviation. Je suis passé par Oklahoma City vers l'heure du déjeuner, j'ai fait un arrêt essence à Dallas vers le dîner. Les plaques texanes commençaient à être majoritaires. J'ai franchi les limites d'Austin un peu après 21 heures. La skyline brillait dans la nuit. Nouvelle ville, nouveau travail, nouvelle vie. Je ne me suis pas retourné une seule fois. Les premières semaines à Austin ont été un tourbillon de logistique, trouver un appartement, installer les services, prendre mes repères au bureau. Mon territoire couvrait le Texas, le Nouveau-Mexique, l'Arizona et une partie du Colorado. Beaucoup de compagnies régionales, beaucoup de petits aéroports, beaucoup d'heures de vol. Le bureau d'Austin était différent, plus détendu, plus collaboratif, moins de politique d'entreprise que ce à quoi j'étais habitué. Mon patron, un ancien de l'Air Force nommé Paul, s'intéressait plus aux résultats qu'aux apparences. Il se fichait du nombre d'heures que je faisais ou du nombre de réunions auxquelles j'assistais. Il voulait savoir si les opérateurs obtenaient leur certification et si les clients étaient satisfaits. Le premier mois, j'ai passé plus de temps dans les airs et dans des hangars qu'à mon bureau. El Paso une semaine pour une révision complète de documentation. Phoenix la semaine suivante pour des tests de certification logicielle. Puis des trajets vers de petits aéroports en pleine campagne où des compagnies charter avaient besoin de conseils en conformité après que leur ancien spécialiste ait commis des erreurs. Chaque certification réussie était une victoire. Chaque nouveau client était une preuve que j'avais pris la bonne décision. Le travail n'avait pas changé, mais mon état d'esprit, oui. Je ne faisais plus simplement mes heures, j'étais vraiment impliqué. Le travail me tenait occupé, exactement ce dont j'avais besoin. Cody me tenait au courant de la situation à Kansas City. Il était resté en contact avec certains de nos amis communs, qui étaient ravis de partager les nouvelles. Et franchement, c'était le chaos. Katia a essayé de contrôler le récit pendant environ 48 heures avant d'abandonner. Mon message à sa famille avait rendu ça impossible. Son propre père disait aux gens qu'elle avait demandé une pause pour poursuivre un collègue. Sa propre sœur disait qu'elle n'arrivait pas à croire qu'elle ait tout gâché. L'histoire était sortie, et elle n'était pas à son avantage. Apparemment, elle s'est encore plus rapprochée de Dimitri après mon départ. Elle s'est dit que puisqu'elle m'avait perdu pour lui, autant voir ce que ça valait vraiment. Ils ont commencé à sortir officiellement environ 2 semaines après mon déménagement. Cody me donnait des nouvelles comme un commentateur sportif. Semaine 1, inséparables, déjeunant ensemble tous les jours au bureau. Semaine 3, elle postait des photos de couple avec des légendes du genre « J'ai trouvé la bonne personne ». Semaine 5, elle le présentait comme son petit ami à ses amis. Tout allait très vite, ce qui était logique. Elle devait prouver que tout ça en valait la peine. Puis la semaine 8 est arrivée. Dimitri avait une fiancée. Pas une ex-fiancée, une fiancée actuelle. Une femme à Chicago avec qui il était engagé depuis plus d'1 an. Katia était une relation cachée. La connexion émotionnelle, les soirées tard au bureau, ce sentiment d'être comprise différemment, tout ça n'était qu'un divertissement pour un homme ennuyé par sa vraie relation. Elle l'a découvert quand la fiancée a trouvé son Instagram. Apparemment, une photo publiée par Katia contenait des données de localisation qui ne correspondaient pas au prétendu déplacement professionnel de Dimitri. La fiancée a enquêté, trouvé le profil de Katia, relié les points et découvert toute une relation que son futur mari cachait. La confrontation a eu lieu publiquement, commentaires sous les photos de Katia, messages envoyés à des amis communs, captures d'écran partagées sur plusieurs plateformes. La fiancée avait des preuves, des messages entre Dimitri et Katia, une réservation de restaurant sous un faux nom, des frais d'hôtel sur un relevé bancaire. Elle a tout publié. Tout le cercle social de Katia a découvert en même temps qu'elle avait quitté son fiancé pour un homme qui la manipulait depuis le début. Et pour aggraver les choses, Dimitri ne l'a même pas défendu. Quand il a été confronté, il l'a complètement rejeté, disant qu'elle l'avait poursuivi avec insistance, qu'il avait simplement été trop gentil pour l'arrêter, qu'elle avait mal interprété une simple amitié professionnelle. Il l'a fait passer pour désespéré et illusionné. Sa fiancée ne l'a pas totalement cru, mais elle voulait y croire. Ils ont commencé une thérapie de couple et ont recommencé à poster des photos ensemble 1 mois plus tard. Il a gardé sa relation, sa réputation, sa vie confortable. Katia, elle,
n'a récolté que de l'humiliation publique et une leçon brutale. Cody m'a appelé le soir où tout est sorti, en riant tellement qu'il avait du mal à respirer. Il disait qu'il n'avait jamais vu le karma agir aussi vite. Je n'étais pas vraiment heureux, plutôt satisfait. Comme si la décision que j'avais prise était confirmée. Katia a disparu des réseaux sociaux après ça. Plus de publications, plus de stories, plus de photos soigneusement filtrées de sa vie parfaite. L'image qu'elle avait construite pendant des années s'était effondrée. Son agence l'a licenciée 3 semaines plus tard. Officiellement, c'était une restructuration. Officieusement, un collègue avait dit à Cody que les clients demandaient à travailler avec d'autres designers. Personne ne voulait associer sa marque à quelqu'un dont la vie personnelle venait d'exploser sur Instagram. Dans le milieu créatif, la réputation est essentielle. La sienne était détruite. Pendant ce temps, moi, je m'épanouissais. J'ai atteint mes objectifs de vente pour le premier trimestre. J'ai reçu des retours positifs de 3 clients différents sur mon travail de certification. J'ai commencé à me créer une routine à Austin, salle de sport le matin, travail la journée, découverte de la ville le week-end. J'ai trouvé un super appartement près du centre-ville avec vue sur Lady Bird Lake, j'ai commencé à faire de la randonnée le week-end, rejoint une ligue de volley récréatif via le travail, et je me suis fait des amis au bureau, d'autres personnes venues d'autres villes comme moi. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de vraiment vivre ma propre vie, sans constamment m'adapter à ce que quelqu'un d'autre voulait. Je faisais simplement ma vie. Honnêtement, c'était génial. 6 mois après mon arrivée à Austin, j'allais mieux que depuis des années. Plus stable, plus confiant, plus moi-même. Le travail s'était révélé encore meilleur que prévu. Mon territoire s'élargissait, mes résultats étaient solides, et mon patron parlait déjà d'une promotion au poste de directeur dans l'année. J'avais recommencé à sortir vers le 4e mois. Rien de sérieux, juste reprendre doucement. Puis j'ai rencontré Rebecca. Elle était ingénieure commerciale pour une autre entreprise aéronautique. On s'est rencontrés lors d'une conférence à Dallas. On s'est retrouvés à la même table pour dîner avec un groupe, et on a passé tout le repas à parler entre nous en ignorant les autres. Elle était intelligente, directe, avec un humour sec qui me surprenait constamment. Notre premier vrai rendez-vous a eu lieu dans un resto de tacos qu'elle jurait être le meilleur al pastor du Texas. Elle avait raison. On a parlé pendant 3 heures, et tout semblait facile, d'une manière que ma relation avec Katia n'avait jamais été. Elle connaissait mon histoire, au moins la version abrégée. Elle n'a pas insisté pour avoir les détails. Elle a juste dit que j'avais géré ça correctement, puis a changé de sujet. Avec Rebecca, j'existais simplement. Elle m'aimait pour qui j'étais réellement. Quand je rentrais épuisé et que je voulais juste commander une pizza et regarder quelque chose sans réfléchir, ça lui allait. Quand je voulais passer un samedi à faire de la randonnée plutôt qu'à un brunch branché, elle enfilait ses bottes. Cody l'a rencontré quand il est venu me rendre visite. Son verdict ? C'est la bonne. Il disait que c'était la première de mes copines qui semblait réellement intéressée par moi, et pas juste par le fait d'avoir un petit ami. Par le bouche à oreille à Kansas, j'entendais encore des bribes de la vie de Katia. Elle était retournée à Kansas City après avoir passé un temps chez ses parents à Chicago. Sa carrière de designer avait stagné parce que toute l'histoire s'était étalée devant son réseau professionnel. Victor et moi étions restés vaguement en contact. Il m'envoyait parfois des messages, des nouvelles des Chiefs, ou me demandait comment allait le travail. Il ne mentionnait jamais directement sa fille, mais le sous-entendu était toujours là. 8 mois après la rupture, il s'est passé quelque chose. Mon entreprise m'a renvoyé au Kansas pour une semaine. Une grosse réunion client, une revue réglementaire, le genre de mission qui nécessitait mon expertise. Je devais rester 5 jours. Je ne m'inquiétais pas de croiser Katia. Je savais qu'elle était revenue à Kansas City, mais c'est une grande ville. Les chances de tomber sur elle par hasard étaient quasi nulles. Le travail s'est bien passé. 4 jours de réunion, d'inspection et de revue de documents. Jeudi soir, j'avais terminé et il me restait une soirée libre avant mon vol du vendredi après-midi. Cody a insisté pour qu'on se voie. Il a proposé un nouveau restaurant dans le Crossroad District, ouvert après mon départ. Il paraît qu'on y mange très bien. J'ai accepté. Le restaurant était plein quand je suis arrivé. Cody avait déjà pris une table au fond et commandé une entrée. On a passé la première heure à discuter normalement, son travail, le mien, Rebecca, ses derniers désastres amoureux, des choses classiques. Puis je l'ai vue. Katia était de l'autre côté du restaurant avec 2 femmes que je ne connaissais pas. Elle était bien habillée, maquillée, tout en présentation. Mais quelque chose clochait. La confiance qu'elle avait autrefois semblait forcée. Elle riait un peu trop fort, regardait autour d'elle pour voir qui la remarquait. Je l'ai observée une 30aine de secondes. Elle avait perdu du poids. Sa tenue avait l'air moins chère que d'habitude. Son nouveau travail ne devait pas payer autant que son ancien poste. Elle ne m'avait pas encore vu. J'ai hésité à partir, mais Cody avait déjà remarqué ce qui avait attiré mon attention. Quand il l'a vue, il a affiché un énorme sourire. « Ne pars surtout pas », a-t-il murmuré. « C'est parfait. L'univers te fait un cadeau. Accepte-le. » Je lui ai dit que je ne voulais pas de drame. Il a répondu que ce n'était pas une question de drame. Elle devait me voir heureux. Passer à autre chose. Ça ferait plus que n'importe quel mot.
Alors je suis resté. J'ai continué à discuter, à manger. 20 minutes plus tard, elle m'a remarqué. Son sourire faux a vacillé une seconde avant de revenir. Elle a retouché son rouge à lèvres avec la caméra de son téléphone, puis s'est dirigée vers notre table. Cody s'est adossé à sa chaise. Ne lui donne rien, a-t-il dit doucement. Elle s'est arrêtée devant nous. Nat, je ne savais pas que tu étais en ville. Juste pour le travail. Je repars demain. Je ne me suis pas levé. Je ne lui ai pas proposé de s'asseoir. Elle est restée debout un moment, attendant clairement plus. Quand je n'ai rien fait, elle a continué. Comment tu vas? Austin te plaît? Une pause. Tu vois quelqu'un? Austin, c'est bien. Le travail est super. Et oui, je vois quelqu'un. Ça se passe très bien. L'expression sur son visage était inestimable. Ce moment où elle a compris que le plan de secours sur lequel elle comptait n'existait plus. Tu es heureux? A-t-elle demandé. Vraiment heureux? Oui. Je le suis. Elle a baissé les yeux. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça, Nat. Je sais maintenant que ce que j'ai demandé était mal. J'aimerais pouvoir revenir en arrière. J'ai hoché la tête. J'apprécie que tu le dises. Elle a attendu, espérant plus. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, Katia. Puis je me suis tourné vers Cody et j'ai repris ma fourchette. Elle est restée là quelques secondes, ne sachant pas quoi faire. Je n'ai pas relevé les yeux. Elle est partie sans un mot. Cody a attendu qu'elle soit retournée à sa table avant de parler. Incroyable. Tu as vu sa tête? J'ai haussé les épaules. Ouais. Peu importe. Il a levé son verre. À ta transformation au bon moment. Je vais raconter cette histoire à chaque barbecue jusqu'à la fin de ma vie. Fais-toi plaisir. On a terminé notre repas. Le lendemain, j'ai pris mon vol pour Austin. Rebecca est venue me chercher à l'aéroport. Elle m'a serré dans ses bras et m'a demandé comment s'était passé mon voyage. On est allé dîner dans notre endroit habituel. Et honnêtement, je n'ai jamais été aussi heureux. Alors ma famille YouTube, voici mon avis là-dessus. Je ne vais pas prétendre que Nat a tout géré parfaitement, annulé tous les abonnements pendant qu'elle était en plein épisode. Mesquin. Drôle, mais mesquin. Il serait le premier à l'admettre. Mais voilà, sous tout ça, ce gars a en réalité fait quelque chose de vraiment rare. Il a pris une décision nette et ferme sous pression, sans jamais hésiter. Pas de « peut-être qu'on peut arranger ça », pas de message désespéré à 2 heures du matin, pas de supplication pour qu'elle revienne sur sa décision. Il est juste parti. Calmement. Complètement. Et il s'est reconstruit. Et Katia? Écoutez, honnêtement, j'ai un peu de compassion pour elle, personne ne mérite une humiliation publique. Mais elle a fait une erreur de calcul catastrophique. Elle pensait avoir toutes les cartes en main. Elle avait le physique, le charme, le cercle social, toute l'image. Ce qu'elle n'avait pas compris, c'est que Nat était en réalité la fondation de tout, l'appartement, les abonnements, la stabilité, le mariage qu'elle avait transformé en spectacle. Retirer Nat, et tout s'effondre. Y compris, finalement, sa carrière et sa réputation. Dimitri, c'était simplement la manière dont l'univers a bouclé la leçon. Ce n'était pas une meilleure option. C'était un miroir lui montrant exactement ce qu'elle avait fait à Nat, traiter quelqu'un comme une solution de secours tout en gardant sa vraie vie en sécurité. Poétique, honnêtement. Mais la vraie leçon ici ne concerne ni la vengeance ni le karma. C'est plus simple que ça. Le respect de soi n'est pas négociable. À partir du moment où vous commencez à plier vos limites juste pour garder quelqu'un à l'aise, vous cessez d'être un partenaire, vous devenez une solution de remplacement. Nat a passé des années à s'adapter, à s'ajuster, à se diminuer. Et dès qu'il a enfin arrêté, toute sa vie s'est ouverte. Meilleur travail, meilleure ville, meilleure relation avec Rebecca, meilleure version de lui-même. L'autre leçon, votre réputation se construit dans les moments de pression, pas dans le confort. Nat n'a pas paniqué, n'a pas fait de scène, n'a pas donné de munitions. Il a simplement agi avec intention. Et cette dignité silencieuse? C'est ça que les gens respectent. Partez proprement. Construisez bruyamment. Alors les amis, partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous. Et merci d'avoir suivi cet épisode sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À très vite dans la prochaine vidéo.